Le scintillement d'un objet inhabituel sous le siège passager changea tout. Ce n'était pas un ticket de caisse oublié ni une pièce égarée. C'était une petite boîte à bijoux en velours, du genre qu'on voit dans les boutiques de luxe, nichée maladroitement entre le siège et la console centrale de sa voiture, celle de mon mari. J'étais en train de ranger un rituel banal du samedi matin, récupérant le linge qu'il avait laissé étalé sur la banquette arrière, lorsque ma main l'effleura. Mes doigts se refermèrent sur le tissu frais et doux, et un frisson, froid et immédiat, me parcourut l'échine. Il agissait différemment, distant. Son téléphone était un nouvel accessoire, toujours face cachée, toujours silencieux. Des nuits tardives au bureau, de vagues excuses, un subtil changement dans son odeur, pas vraiment de l'eau de Cologne, mais quelque chose de floral, de féminin, qui collait à ses chemises. J'avais essayé de l'ignorer, de le rationaliser en pensant au stress de son travail exigeant, à mes propres angoisses qui me jouaient des tours. Nous étions ensemble depuis 15 ans, mariés depuis 10. Nous avions construit une vie, un foyer, un avenir. Nous étions censés être solides, incassables. Mais cette petite boîte en velours, c'était comme une bombe, parfaitement emballée. Mon cœur cognait contre mes côtes, un battement frénétique dans le silence soudain du garage. Je la sortis. Mon mouvement était lent, réfléchi, comme si me précipiter la rendait moins réelle. Elle n'était pas lourde, mais le poids de ce qu'elle représentait était écrasant. Mon souffle s'accéléra. Je n'avais pas besoin de l'ouvrir pour comprendre la taille, la forme, la raison d'être d'une telle boîte. Elle n'était pas pour moi. Notre anniversaire était dans des mois. Le mien était passé. Et puis, il ne m'avait pas offert de bijoux depuis des années. Pas depuis ce collier en argent bon marché qu'il avait acheté à l'aéroport lors d'un voyage d'affaires. Un geste de préfabriqué enveloppé de devoir. Cette boîte, en revanche, criait quelque chose de spécial. Elle criait la nouveauté. Elle criait quelqu'un d'autre. Un rire amer, presque hystérique, jaillit, me serrant la gorge. Bien sûr, pendant que j'étais occupé à m'assurer qu'il était au pressing, son plat préféré était sur la table, et sa vie tournait comme une machine bien huilée. Il était là, dehors, à choisir méticuleusement des boîtes de velours pour une autre femme. L'audace était à couper le souffle. C'était comme assister à un tour de magie où le magicien révèle qu'il vous assied en deux depuis le début et que vous étiez trop poli pour remarquer le sang. J'étais assise au volant de sa voiture de luxe immaculée. Le moteur coupé, l'air chargé de trahisons inexprimées. Le soleil filtrait à travers le pare-brise, illuminant des tourbillons de poussière dansant dans l'air, inconsciente de la découverte bouleversante que je venais de faire. Mes doigts caressaient le velours lisse, d'un bleu profond et profond. C'était beau d'une manière cruelle et ironique. Qu'y avait-il à l'intérieur? Un pendentif en diamant, des boucles d'oreilles, une bague? Cette pensée me retourna l'estomac. Une bague. Le symbole ultime de l'engagement offert à quelqu'un d'autre que moi par l'homme qui avait juré d'être mien. Mon esprit s'emballait. Un tourbillon chaotique d'images, ses sourires forcés, ses regards fuyants, la façon dont il avait commencé à laisser son téléphone dans l'autre pièce en rentrant. Un subtil changement par rapport à notre intimité habituelle. Toutes les fissures, presque imperceptibles, dans nos fondations se sont soudain transformées en gouffres béants. Je me sentais comme une archéologue qui venait de mettre au jour une vérité dévastatrice sur une civilisation qu'elle croyait connaître. Le choc initial a commencé à se transformer en quelque chose de plus froid, de plus brutal. Ce n'était pas seulement la trahison. C'était le manque de respect, la désinvolture, laissant les preuves là, dans la voiture que nous partagions. La voiture qui nous avait emmenés en vacances en famille à l'école de nos enfants, ainsi que d'innombrables courses banales qui construisaient la trame de notre existence commune. C'était comme s'il me croyait trop aveugle, trop stupide, trop insignifiante pour jamais le remarquer. Et pendant longtemps, j'avais été aveuglé par l'amour, par la routine, par l'illusion confortable de la sécurité. Mais plus maintenant. Je fermai les yeux et pris une profonde inspiration tremblante. L'air dans la voiture me parut soudain suffocant. Je sentais la chaleur me monter aux joues, une rougeur de honte et de fureur. Honte d'avoir été si naïve, si confiante. Fureur contre lui, contre elle, contre l'univers pour m'avoir joué un tour aussi cruel. Mes mains, qui tremblaient jusque-là, se stabilisèrent. Un calme étrange s'installa en moi. Une résolution froide et ferme. Il ne s'agissait pas seulement d'une boîte à bijoux. Il s'agissait de 15 ans de ma vie. Mes sacrifices, ma loyauté indéfectible réduite à un bibelot oublié sous un siège auto.
Et c'est là que l'impensable commença à prendre forme. Non pas comme un acte impulsif et sauvage, mais comme un murmure silencieux et glaçant au fond de mon esprit, un plan, pas un cri, pas une confrontation, pas une supplication larmoyante. Quelque chose de bien plus élégant, quelque chose qui lui ferait comprendre, vraiment comprendre la profondeur de ce qu'il avait fait. Il voulait me laisser tomber, me remplacer. Il apprendrait que certaines choses, une fois brisées, ne peuvent être balayées sous le tapis. Il apprendrait que je n'étais pas un reçu oublié. J'étais l'architecte de ma propre vie. Et s'il décidait de démolir notre structure commune, il se retrouverait seul au milieu des ruines. La boîte de velours semblait plus lourde maintenant, non pas à cause de son contenu, mais à cause de mon nouveau but. La découverte de la boîte n'était que le détonateur, allumant une mèche qui couvait lentement depuis des années. Ce n'était pas seulement la liaison. C'était l'aboutissement d'une décennie de rejets subtils, d'une lente et méticuleuse effacement de ma propre vie. J'avais investi toute mon âme dans notre famille, en lui. J'avais mis ma carrière entre parenthèses, géré notre foyer, élevé nos enfants, traversé toutes les crises familiales, tandis qu'il gravit les échelons de l'entreprise, savourant ses réussites, attribuant souvent le mérite de sa vie familiale stable sans jamais reconnaître l'architecte qui en était à l'origine. Tu t'inquiètes trop, disait-il en agitant la main avec dédain quand j'évoquais les factures qui s'accumulaient ou les difficultés scolaires des enfants. Je m'en occupe. Mais non, lui. C'était moi qui jonglais avec les budgets, fixais les rendez-vous chez le médecin, arbitrais les disputes entre frères et sœurs, tandis qu'il était trop occupé pour remarquer les cernes sous mes yeux ni le désespoir discret dans ma voix. J'étais le moteur silencieux, la force invisible qui faisait tourner notre petit monde parfait. Et il savourait simplement le voyage, me tapotant de temps en temps la tête comme un animal bien élevé. Ce manipulatoire avait été insidieux, une lente érosion de mon estime de moi. Si je remettais en question ces nuits blanches, il soupirait d'un ton dramatique. Tu es toujours anxieuse. Tu ne me fais pas confiance? Si je lui faisais remarquer sa distance émotionnelle croissante, il rétorquait, tu es trop susceptible. Je suis juste fatigué. Il me dépeignait comme l'épouse anxieuse et irrationnelle, celle qui voyait les problèmes là où il n'y en avait pas. Celle qui avait besoin de se détendre et de faire confiance. Et parce que je l'aimais, parce que je croyais au caractère sacré de nos vœux, j'ai ravalé ma honte. Je me suis blâmé. J'ai redoublé d'efforts. Je suis devenue encore plus conciliante, plus invisible, espérant qu'en perfectionnant mon rôle d'épouse bienveillante et peu exigeante, il finirait par me revoir, me voir vraiment. Ma propre famille, béni soit leur cœur bienveillant, ne m'a été d'aucun secours. Ma mère, une femme qui croyait que le mariage était un contrat sacré d'endurance, me disait simplement, les hommes sont comme ça, ma chère. Il faut juste être patiente. Ma sœur, toujours pragmatique, me conseillait de me concentrer sur les bons côtés. Personne ne voyait ma lente suffocation, ma façon de rapetisser, devenant l'ombre de la femme vibrante que j'étais autrefois. Il voyait un mari épanoui, une belle maison, des enfants en bonne santé, le tableau parfait, et moi, l'artiste derrière la toile, je m'effaçais. Mes couleurs s'estompaient, mon esprit s'estompait. Le pire, c'était le sentiment d'être remplacé non seulement par une autre femme, mais par une idée de femme, celle pour laquelle il achetait sans doute des bijoux. Une femme sans le poids d'une histoire commune, sans les exigences d'une famille, sans le ressentiment sourd qui commençait à s'installer dans mon cœur. Elle était le jouet flambant neuf, tandis que j'étais le doudou fiable, un peu usé, qu'il tenait pour acquis. Cette pensée était une marque brûlante sur mon âme. Je lui avais donné ma jeunesse, mes rêves, ma loyauté indéfectible, et il les échangeait contre un frisson fugace, un éclat superficiel. Je leur avais tout donné, me murmurais-je, ces mots ayant un goût de cendre. Mon temps, mon énergie, mon essence même, et ils m'ont rejeté comme si j'étais rien. Ce n'était pas seulement lui. C'était l'indifférence collective de tous ceux qui m'avaient vu disparaître, qui avaient accepté son récit, qui n'avaient pas su voir le désespoir sourd dans mes yeux. C'était le poids écrasant d'être tenu pour acquise, d'être utilisé comme un tremplin, un décor commode pour sa grande vie. La rage, lorsqu'elle se solidifia enfin, ne fut pas une explosion ardente, mais un instrument froid et précis. C'était la colère de quelqu'un qui avait été poussé trop loin, qui avait enfin perçu la vérité avec une clarté cruelle et impitoyable. Je n'allais plus pleurer. Je n'allais plus supplier. Je n'allais pas me battre pour un amour qui était clairement mort ou qui n'avait peut-être jamais existé comme je le croyais. Non, j'allais lui faire comprendre le prix de sa cruauté désinvolte.
J'allais lui montrer que me rejeter n'était pas qu'un désagrément. C'était une erreur catastrophique. Le suspense de ce que j'allais faire ensuite planait lourdement, une promesse silencieuse envers moi-même. Je n'avais toujours pas ouvert la boîte. Elle était posée sur ma table de nuit, un rappel moqueur constant. Chaque fois que je la regardais, l'image de lui, si inconscient, si satisfait de lui-même, me traversait l'esprit. C'était un homme qui se croyait intouchable, que son charme et son succès le protégeaient de toute conséquence réelle. Il était sur le point d'apprendre que même les façades les plus soigneusement construites peuvent s'effondrer, surtout lorsque celui qui tenait le plan décide de tout démolir. L'épouse discrète et modeste qu'il croyait connaître avait disparu. À sa place se trouvait une femme qui en avait assez d'être invisible, et qui ne faisait que commencer. Les jours qui suivirent cette découverte furent un étrange ballet de normalité et de révolution silencieuse. Je traversais notre vie commune tel un fantôme, observant, calculant chaque interaction comme une donnée dans l'équation complexe que je construisais. Lui, inconscient comme toujours, continuait sa comédie. Il rentrait, offrait un baiser préfabriqué, demandait des nouvelles des enfants, puis se retirait dans son bureau, téléphone à la main, une légère et douce odeur d'inconnu accrochée à ses chemises coûteuses. Il pensait être discret. Je trouvais cela hilarant, d'une manière sombre et tordue. Cet homme était un cliché ambulant, et moi, sa victime sans méfiance, j'étais sur le point de réécrire le scénario. Ma douleur n'avait pas disparu. Elle s'était simplement transmutée. L'agonie, lancinante et crue, s'était transformée en une acuité stratégique. Je n'explosais pas émotionnellement. J'implosais, condensant toute cette douleur en une force dense et puissante, une détermination sans faille. Le changement était presque physique, comme si une nouvelle colonne vertébrale s'était forgée en moi, plus forte, inflexible. Je commençais à tout voir différemment. Les remarques désinvoltes qu'il avait faites au fil des ans, les décisions financières apparemment innocentes, la façon dont il avait toujours gardé certains aspects de son entreprise confidentielle, tout commençait à s'imbriquer. Les pièces d'un puzzle que je rassemblais enfin. J'ai commencé par les finances. Il était méticuleux avec son entreprise, mais étonnamment laxiste avec nos comptes joints. Pensant que je m'occuperais de tout, ce que j'avais toujours fait, j'ai commencé à vérifier chaque relevé, chaque reçu, chaque portefeuille d'investissement. C'était un travail fastidieux et abrutissant. Tard dans la nuit, après son sommeil, la lumière de mon ordinateur portable illuminait sa rébellion silencieuse. Et c'est là que j'ai trouvé une série de virements importants, non pas vers des dépenses professionnelles connues, mais vers un compte offshore, suffisamment petit pour passer inaperçu individuellement, mais cumulé, une somme conséquente, et les dates coïncidaient étrangement avec ces nuits tardives au bureau. Il ne me trompait pas seulement. Il détournait notre avenir commun. L'humour acide revint, un rire amer s'échappa de mes lèvres. C'était vraiment un homme aux multiples talents, n'est-ce pas? Un coureur de jupons et un escroc financier. Un véritable homme de la tromperie de la Renaissance. Ce n'était pourtant pas ma première expérience avec ces indiscrétions. Des années auparavant, lors de notre premier mariage, il avait eu une brève aventure regrettable avec une collègue. Je l'avais découvert, je l'avais confronté, et il m'avait imploré de lui pardonner, promettant de changer. Moi, jeune, folle et profondément amoureuse, je le croyais. Mais j'avais aussi, dans un moment de naïveté, insisté pour un accord postnuptial. Non pas parce que je pensais qu'il me tromperait à nouveau, mais parce que je voulais me sentir en sécurité, avoir une certaine protection si jamais les choses tournaient mal. Il avait ricané, trouvant cela peu romantique, mais avait fini par signer, désireux de tourner la page. C'était un document standard rédigé par un ami de la famille, avocat, un certain Arthur. Arthur, homme discret et modeste, avait toujours eu un faible pour moi, me considérant comme la personne sérieuse et travailleuse de notre cercle social souvent tape à accent grave l'œil. Il était mon allié silencieux, à son insu, des années avant que j'en aie vraiment besoin. J'ai appelé Arthur. Ma voix était calme, presque détachée, comme si je discutais d'une proposition commerciale. J'ai expliqué vaguement que j'étais en train d'examiner notre situation financière et que j'avais des questions sur le contrat postnuptial. Il a accepté de me rencontrer. Lorsque j'ai exposé les transferts offshore, le coffret à bijoux, les années de négligence émotionnelle, son attitude calme a changé. Son regard, habituellement bienveillant et un peu las, s'est aiguisé. Il n'a exprimé ni choc ni pitié, juste une compréhension morose. C'est plus qu'une simple liaison, n'est-ce pas, dit-il à voix basse.
C'est une forme d'exploitation. Il avait raison. C'en était une. Arthur est devenu mon complice discret. Il m'a aidé à comprendre les implications juridiques des comptes offshore, le potentiel de fraude, l'influence que j'avais grâce au contrat post-nuptial. Il m'a conseillé de rassembler davantage de preuves pour tout documenter. C'est ce que j'ai fait. J'ai installé une caméra discrète dans la voiture juste pour capturer sa routine, ses habitudes. J'ai commencé à tenir un journal détaillé, non seulement de ses déplacements, mais aussi de mes sentiments, de ses renvois, des phrases exactes qu'il utilisait pour me manipuler. Je suis devenu l'archiviste méticuleux de ma propre douleur, la transformant en munition. L'impensable n'était plus une notion vague. C'était un plan minutieusement élaboré. Il ne s'agissait pas de vengeance au sens mesquin du terme. Il s'agissait de justice. Il s'agissait de reconquérir mon histoire, ma dignité, mon avenir. Il avait bâti son empire sur mes sacrifices, sur ma confiance aveugle. Maintenant, j'allais utiliser les fondations mêmes qu'il avait posées pour le démanteler. La pensée de son choc inévitable, de son incrédulité, m'emplit d'une satisfaction froide, presque grisante. Il pensait jouer aux échecs. Moi, je jouais aux échecs en 3 dimensions, et il n'avait même pas réalisé que l'échiquier était plus grand qu'il ne l'imaginait. J'ai commencé à planter des graines, des questions subtiles à des amis communs sur ses affaires, des remarques innocentes sur son emploi du temps chargé. Je voulais m'assurer que, lorsque l'implosion inévitable se produirait, personne ne serait vraiment surpris par son personnage, seulement par l'ampleur de sa chute. Le protagoniste ne se contentait pas de se préparer, il préparait le terrain, s'assurant que le public soit prêt pour le grand final. La femme discrète qui avait été renvoyée allait devenir la chef d'orchestre de sa propre symphonie de vengeance. Le jour J arriva avec une sérénité presque théâtrale. C'était le gala annuel de sa compagnie, un événement fastueux auquel il insistait toujours pour que nous assistions, une démonstration publique de sa vie parfaite, de sa femme parfaite. Il m'avait même acheté une nouvelle robe, d'un vert émeraude éclatant, en guise de sacrifice pour son stress récent. Il pensait être magnanime. Je pensais que c'était un déguisement pour mon dernier acte. La boîte de velours, toujours fermée, reposait dans un tiroir fermé à clé chez moi, témoin silencieux de ma transformation. Je suis entré dans cette salle de bal, non pas comme un accessoire, mais comme le calme avant la tempête. Il se mêlait à la foule, riait, un bras autour de ma taille, jouant le mari attentionné. L'ironie était si forte que j'en avais presque le goût. Il m'a présenté aux membres de son conseil d'administration, à ses investisseurs, à sa nouvelle jeune protégée. J'ai souri, hoché la tête, joué mon rôle à la perfection, tout en sachant que le monde soigneusement construit autour de lui était sur le point de voler en éclats. Le moment majeur n'était pas une confrontation dramatique. Il était bien plus dévastateur. Arthur, mon avocat discret et discret, avait organisé une présentation discrète mais très percutante. Pendant le discours annuel du PDG, un écran de projection habituellement réservé au rapport trimestriel de résultats s'est soudainement allumé, affichant non pas des graphiques et des tableaux, mais une série de documents méticuleusement compilés. La première diapositive était une image simple et saisissante, le contrat post-nuptial signé et daté, avec une clause particulière surlignée. Une clause qu'il avait oubliée ou qu'il croyait peut-être que je ne ferais jamais appliquer. Elle stipulait qu'en cas d'infidélité avérée et de malversation financière, une part importante de ses biens personnels, y compris ses actions dans la société, me serait immédiatement transférée, ainsi que la garde complète de nos enfants et de la maison familiale. C'était une image en béton, conçue par Arthur des années auparavant avec une prévoyance qu'aucun de nous n'avait vraiment appréciée à l'époque. Un murmure parcourut la foule. Mon mari, debout à côté du PDG, le visage affichant une confiance éprouvée, se raidit visiblement. Il me lança un bref regard perplexe, une lueur de malaise dans les yeux. Il ne comprenait toujours pas. Les diapositives suivantes étaient encore plus accablantes. Des captures d'écran des transferts de comptes offshore, soigneusement recoupés avec ses dates de voyage et les dates précises de ses nuits tardives. Puis un court extrait vidéo muet de la caméra de la voiture. Non pas lui avec l'autre femme, mais lui au téléphone, en train de prendre des dispositions précises, mentionnant les noms, les dates et l'objet des fonds offshore. Ce n'était pas juste une liaison. C'était un stratagème sophistiqué pour détourner les fonds de l'entreprise. Une violation flagrante de l'obligation fiduciaire. L'humour acide revint. Une montée triomphale. Il ne m'avait pas seulement trompé. Il avait trompé son entreprise, ses investisseurs, toute son image soigneusement soignée.
La salle explosa. Les murmures se transformèrent en cris. Les membres du conseil d'administration hurlèrent atterrés. Les investisseurs sortirent leur téléphone, le visage blême. Son PDG, un homme sévère et borné, le regarda avec un mélange de trahison et de dégoût. Le visage de mon mari passa de la confusion à l'incrédulité, puis à une horrible prise de conscience. Ses yeux écarquillés et paniqués rencontrèrent finalement les miens de l'autre côté de la pièce. Il ressemblait à un animal acculé, dénudé, exposé. L'homme qui avait toujours été si calme, si maître de lui, s'effondrait sous mes yeux. Il tenta de se précipiter vers moi, une supplication désespérée naissant sur ses lèvres. Mais Arthur, qui s'était discrètement positionné près de moi, s'avança, une barrière subtile. « Je vous conseille de consulter votre avocat, monsieur, » dit Arthur d'une voix calme, professionnelle, mais imprégnée d'une autorité absolue. Les conséquences furent rapides et brutales. L'entreprise lança immédiatement une enquête interne. Le conseil d'administration vota sa suspension, puis engagea des poursuites judiciaires pour fraude. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Sa réputation soigneusement cultivée, bâtie sur des années d'ambition sans merci et mon soutien silencieux, implosa. Il s'avéra que l'autre femme était une jeune cadre de l'entreprise, et son implication dans le stratagème financier fut rapidement découverte. Elle aussi risquait un licenciement immédiat et des poursuites judiciaires. L'ironie était savoureuse. Il avait non seulement perdu sa femme, mais aussi sa maîtresse et sa carrière d'un seul coup. J'observais tout cela avec un étrange détachement, un sentiment de triomphe discret. Ni une larme, ni cri, juste un profond sentiment de justice rendue. Il avait voulu me rejeter, me rendre invisible. C'était maintenant lui qui était rejeté. Sa vie soigneusement construite se dissolvait dans le chaos. Je ne me contentais pas de reprendre ma place. Je la reprenais. Toute mon existence, morceau par morceau douloureux. Les applaudissements étaient inaudibles, mais je les ressentais. Une ovation retentissante retentissait dans mon âme. La poussière retombait, mais le paysage était irrémédiablement transformé. La vie après l'implosion ne fut pas une fin magique et instantanément heureuse. Ce fut une reconstruction, brique par brique douloureuse. Les batailles juridiques furent longues et complexes. Mais grâce au travail méticuleux d'Arthur et aux preuves irréfutables, j'en suis sorti non seulement intacte, mais aussi plus forte, financièrement stable et avec la garde exclusive de nos enfants. Lui, en revanche, avait tout perdu. Sa carrière, sa réputation, sa fortune et le respect de tous ceux qui l'avaient autrefois admiré. Il était un exemple édifiant, un murmure dans le monde des affaires, un homme qui avait bâti son royaume sur le sable et la tromperie. Mon nouvel équilibre n'était pas celui d'une joie débridée, mais d'une paix profonde et tranquille. Le bourdonnement constant d'anxiété qui m'habitait depuis des années avait disparu. Le besoin de faire mes preuves, d'être vu, d'être reconnu par lui s'était évaporé. J'étais enfin libéré de ses attentes, du poids de son poids émotionnel. Il y avait des moments, bien sûr, où une vague de tristesse m'envahissait, un souvenir fugace de ce que je croyais que nous avions vécu, un pincement au cœur pour les années perdues. Mais ces moments étaient vite remplacés par une fierté inébranlable en ma résilience, en ma force. Je suis retourné à l'école, j'ai terminé le diplôme que j'avais mis en suspens et j'ai créé une petite entreprise de conseil. C'était un défi, une exaltation, et entièrement à moi. Mes enfants, d'abord désorientés et blessés par ce bouleversement, ont peu à peu commencé à comprendre. Ils ont vu une mère qui n'était plus une ombre, mais une femme dynamique et capable, construisant une nouvelle vie, non seulement pour elle-même, mais pour eux. Ils m'ont vu rire plus sincèrement, sans la tension sous-jacente qui avait imprégné notre foyer pendant si longtemps. La boîte en velours, catalyseur de tout cela, est restée fermée pendant des mois. Elle était posée sur ma commode, un petit souvenir sombre. Un soir, après une journée particulièrement épanouissante, je l'ai enfin ramassée. Mes doigts ont caressé le tissu doux, sans plus d'appréhension. Mais avec un étrange sentiment de gratitude. Ce minuscule objet, censé symboliser la trahison, était devenu le symbole de mon éveil. Je l'ouvris. À l'intérieur, niché sur un lit de satin blanc, se trouvait un délicat pendentif en diamant. Il était d'une beauté indéniable, et totalement dénué de sens pour moi. C'était le symbole d'une fausse promesse, d'un geste creux. Je ne le tins pas. Je ne le brisai pas ni ne le jetai dans un accès de colère. Je l'apportai simplement chez un bijoutier, le fis expertiser et le vendis. L'argent n'avait pas d'importance dans le grand schéma des choses,
mais l'acte lui-même en comptait. C'était une rupture définitive, une reconquête de ce qui m'appartenait, même si ce n'était que la valeur résiduelle de sa tromperie. J'utilisais cet argent pour acheter une petite boussole complexe, symbole de ma nouvelle direction, de ma détermination à avancer. Parfois, j'entendais des murmures à son sujet, vivant dans un petit appartement, peinant à trouver du travail, ses anciens amis évitant ses appels. Il n'y avait aucune jubilation, aucune envie de souffrir davantage. Parti. Juste une reconnaissance silencieuse que la justice, à sa manière lente et implacable, l'avait trouvé. Il avait voulu m'effacer, me faire disparaître. Au lieu de cela, il s'était effacé de la vie qu'il avait si soigneusement construite, me laissant bâtir quelque chose de bien plus authentique et résilié à partir des cendres. Le voyage avait été un creuset de douleur, mais il m'avait forgé une nouvelle vie. Je n'étais plus la femme en quête de reconnaissance, qui aspirait désespérément à la validation des autres. J'étais la femme qui reconnaissait sa propre valeur, qui se validait elle-même. Celle qui avait été rejetée était devenue celle qui avait reconstruit, plus forte, plus sage et indéniablement libre. Et quant à l'homme qui pensait pouvoir simplement me remplacer, eh bien, il avait appris que certaines femmes, autrefois sous-estimées, deviennent la force la plus redoutable.